Good evening and welcome to the plenary number 3. We have 3 important topics to discuss. The first one about the cocaine. Nous avons 3 sujets importants. Le premier sur la cocaïne, le deuxième sur l'implication de l'axe intestin-cerveau dans la perte de contrôle. Et le dernier sujet, c'est le problème des vaccins. Pas les vaccins contre le Covid, mais contre l'addiction aux opiacés. Les résultats de la cocaïne ne sont pas très bons jusqu'à présent. Mais pour les opiacés, pour les opioïdes, c'est plus simple, n'est-ce pas? Mon ami Amin va vous présenter le premier intervenant. Merci, Ikro. Je suis très heureux de présenter mon collègue et ami Serge Ahmed, que vous connaissez. Ils ne sont pas nombreux, est un chercheur au CNRS. Il a fait toute sa carrière dans les addictions, évidemment, il ne serait pas là. Nous l'avons souvent et très souvent appelé à nous parler des addictions au sucre, et c'est un peu grâce à lui que le rationnel scientifique a pu trouver son chemin, puisque le lobby du sucre, évidemment, on l'a découvert à travers ses travaux, dit très haut et très fort qu'il n'existe pas d'addiction au sucre. On le sait, rappelle-toi la dernière échange qu'on a eu. Mais Serge Ahmed, évidemment, c'est surtout quelqu'un qui s'est imposé comme étant, alors je le dis évidemment, je vais faire soit des jaloux, soit des gens qui ne vont pas ici à gauche un plaisir. Je pense que c'est l'un des patrons quand même du modèle animal des addictions en France. On est vraiment très heureux que tu nous accueilles finalement dans ta région et surtout que tu prennes la parole et que tu nous rendes un peu moins idiots, surtout moi. Merci bien Serge. Merci Amine pour cette magnifique introduction. Bonjour à tous, c'était un grand plaisir d'être ici avec vous. En fait, c'est mon premier congrès à proximité, in situ. Toutes les interventions que j'ai faites au cours des 2 dernières années ont été faites à distance, devant mon écran d'ordinateur. Donc voilà, même si vous n'êtes pas très nombreux cet après-midi, c'est un grand plaisir d'avoir des êtres humains en face de moi aujourd'hui. Donc, comme Amine l'a dit, je vais vous parler donc d'addiction à la cocaïne et je vais essayer de vous parler de recherches que nous menons actuellement au laboratoire à Bordeaux sur la perte de contrôle sous influence des effets de la cocaïne. Avec cette idée que même si un individu fait face à un certain nombre de choix, d'options, lorsqu'il est sous influence, tout se passe comme si sa capacité de choix était contrainte et qu'il se comporte comme s'il n'avait comme seul choix que de prendre de la drogue. Et on verra qu'au niveau neuronal, les mécanismes qu'on est en train de mettre en évidence suggèrent que la représentation corticale des options est rétrécie en faveur de la prise de cocaïne. Mais ça, que quand on est sous influence. Donc, mais avant d'en arriver là, on va faire un petit détour et disons en caricaturant les choses un peu. Ah. J'essaie de passer la diapo. Voilà, ça y est. Donc, une personne qui essaye de se rétablir, qui essaie de sortir de son addiction à la cocaïne, fait face à au moins 2 difficultés, parmi de nombreuses autres difficultés. La première, c'est de rester abstinent, de faire en sorte de ne pas reprendre de la drogue, et on sait à quel point c'est difficile. La deuxième difficulté, c'est quand justement on a rompu ce désir de rétablissement et qu'on reprend de la cocaïne,
c'est de faire en sorte de limiter la consommation lorsqu'on est sous son influence. Et là, c'est particulièrement très difficile. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de cette perte de contrôle-là quand on est sous l'influence. Et en fait, ça renvoie à un concept de perte de contrôle qui est assez ancien, qui avait été déjà défini par Jelinek dans les années 50. Et donc, je vous rappelle, hein, donc je vais parler avec mon merveilleux accent anglais, donc qui définissait ça en 1950. Hein. The loss of control is effective after the individual has started drug use. The drug user has lost the ability to control the quantity once he has started, but he still can control whether he will take the drug on any occasion or not. Donc en fait, d'après cette définition, il y a la capacité de contrôle, elle est là, mais elle est perdue lorsqu'on est sous influence. Et ça renvoie à un des critères très importants qu'on retrouve finalement dans toutes les révisions du manuel diagnostique et statistique de l'Association américaine de psychiatrie sur la définition d'addiction, c'est ce critère qui est on n'est pas capable, une fois qu'on a commencé à consommer de la drogue, de limiter sa consommation au niveau qu'on avait prévu. Par exemple, je dis, je vais boire juste un petit verre et finalement, je finis par boire 2 bouteilles. Je vais me prendre une petite dose de cocaïne, mais je vais en consommer pendant 2-3 jours, si j'en ai bien sûr les quantités à proximité. Donc c'est de cette perte de contrôle dont on parle. Et en fait, une étude des différents symptômes et de la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, hein, les études des réseaux entre symptômes, montrent que ce critère est en fait au cœur et au centre de tous les autres critères de l'addiction. Et on le retrouve dans finalement de nombreuses addictions. Ce n'est pas que l'addiction à la cocaïne, mais également l'addiction à l'alcool, au tabac, au cannabis. Et peut-être la seule exception, c'est les opiacés. Donc, l'idée là, c'est de dire que finalement, lorsqu'on est sous influence, il se passe quelque chose dans notre cerveau qui fait qu'on n'est plus capable de choisir, en fait, alors qu'on a la possibilité de choisir, de ne pas prendre de la drogue, on n'est plus vraiment capable de choisir de ne pas prendre de drogue. Et ça renvoie finalement à... c'est quand même assez bien étayé par des études de choix qui ont été réalisées chez l'homme en laboratoire. Et par exemple, Margaret Haney, Karl Hart, Richard Foltin ont été des précurseurs dans ce domaine. Dans ces expériences, en fait, on a des individus qui ont la possibilité de choisir entre une dose de cocaïne ou un certain montant d'argent. Et donc, lorsque les personnes, hein, ça c'est vraiment un résultat reproductible, lorsqu'elles ont ce choix-là, en laboratoire en tout cas, elles ont la capacité finalement de se détourner de la drogue et de choisir l'argent, surtout lorsque le montant qu'on leur propose est suffisamment élevé. D'accord ? En revanche, ça c'est quand elles ne sont pas sous l'influence de la drogue lorsqu'on leur demande de faire ce choix. Lorsqu'en début de séance expérimentale, on leur donne une dose de cocaïne, là, elles se mettent à choisir beaucoup plus la cocaïne que l'option alternative. Ça, c'est vrai pour une dose de cocaïne avant la séance de choix, mais ça également, donc ça, c'est une très belle expérience qui a été réalisée par Higgins au milieu des années 90, où en fait, là, la dose, c'est pas une dose de cocaïne, mais une dose d'alcool. Et donc, lorsque la personne a le choix entre de l'argent et de la cocaïne, lorsqu'elle est sous l'influence de l'alcool, elle se met à choisir beaucoup plus souvent la cocaïne. Donc là, vous voyez bien que finalement, lorsque le cerveau est sous l'influence de la drogue, au moment du choix, ça biaise en fait ses choix vers une répétition de la prise de drogue. Comme si finalement, comme je le disais tout à l'heure, il y avait une sorte de rétrécissement des options alternatives et la personne avait le sentiment qu'elle n'avait pas d'autre choix que de prendre de la drogue.
Alors bien sûr, la grande question que nous, on s'est posée, c'est quoi les mécanismes neurobiologiques de cette influence? Et pour ce faire, il a fallu faire un petit détour vers les modèles animaux et essayer de reproduire chez l'animal la situation que l'on observe chez l'homme en laboratoire lorsqu'ils ont le choix. Donc, ce que je vous décris ici, c'est juste pour la petite anecdote historique. Le domaine de la recherche scientifique sur les modèles animaux a commencé avec une expérience de choix. Une expérience de choix, en fait, chez des chimpanzés. C'est l'expérience, pardon, ça saute. Chez le chimpanzé, donc, c'est une expérience qui a été réalisée par Sidney Sprague au laboratoire de New Haven au milieu des années 30. Dans cette expérience, des singes dépendants à la morphine, on leur offrait un choix entre de la morphine ou une récompense alternative. Et là, c'était un morceau de fruits frais, comme un morceau d'orange, un carré d'orange ou un morceau de banane. Et pendant presque, on va dire, 80 ans, cette expérience pionnière n'a pas du tout inspiré. Et la plupart des expériences qui ont été réalisées sur des modèles animaux, c'était des animaux qui étaient tout seuls dans une cage sans autre choix possible. Il a fallu attendre le milieu des années 2000 donc, pour qu'on se réintéresse au choix dans les modèles animaux. Et on va dire, on a été parmi les premiers à finalement modéliser cette situation. Et dans cette expérience, en fait, nos animaux ont le choix, comme vous pouvez le voir sur cette slide, entre deux leviers. S'ils appuient sur le levier de gauche, ils ont une boisson édulcorée contenant de la saccharine qui va générer un goût sucré que les animaux aiment beaucoup, d'accord, mais qui n'a pas d'aspect nutritif. Les animaux n'ont ni faim ni soif. Ce qu'ils vont rechercher, c'est le plaisir lié au goût sucré, d'accord. Et l'autre levier est associé à une dose intraveineuse de drogue. Là, ici, on parle de cocaïne, donc c'est une dose intraveineuse de cocaïne. Si les animaux appuient sur ce levier, ils ont une dose intraveineuse de cocaïne. Donc, je vous ai indiqué ici le protocole. Donc, c'est une expérience qu'on appelle une procédure de choix discrète, où toutes les 10 minutes, les animaux ont la possibilité de choisir entre les deux leviers, et ça plusieurs fois dans la séance. Alors, pourquoi 10 minutes? C'est un point important, on y reviendra tout à l'heure, c'est que 10 minutes, c'est le temps nécessaire pour que la dose disponible pendant le choix, que les effets de la dose disponible pendant le choix de cocaïne se dissipent jusqu'au prochain choix, de telle manière à ce que les animaux ne soient pas sous l'influence de la cocaïne au prochain choix. D'accord? C'est en quelque sorte notre procédure contrôle. Donc la dose de cocaïne utilisée, c'est une dose de cocaïne très efficace. Donc là, je vous ai montré les effets sur la dopamine mesurée par microdialyse dans le noyau accumbens, le striatum ventral, la région des effets récompensants de la cocaïne. Et donc là, c'est les résultats très rapidement. Donc lorsque les animaux sont testés dans cette procédure, donc ils peuvent choisir entre une récompense alternative qu'ils aiment beaucoup et une dose intraveineuse de cocaïne, et qu'ils ne sont pas sous l'influence de la drogue au moment du choix, vous pouvez constater qu'en fait, ils se comportent comme dans les expériences chez l'homme que je vous ai montré tout à l'heure. La vaste majorité se détourne de la drogue et se mettent à préférer en fait la récompense alternative, indiquant que quand ils ne sont pas sous l'influence de la drogue, ils ont la capacité de choisir la récompense alternative. Et ça, c'est vrai, quelle que soit finalement l'histoire de consommation de cocaïne qu'ils ont eue. Quelques semaines à raison de 2 heures d'auto-administration de cocaïne par jour, ou plusieurs semaines à raison de 6 heures, voire 9 heures d'auto-administration de cocaïne avant de réaliser la procédure de choix. Donc là, je passe sur cette expérience. Donc ça, c'est une expérience qui a été réalisée donc, c'est une autre expérience de choix. Donc ça, c'est une expérience qui a été réalisée par le groupe de Yavin Sham au NIDA à Baltimore. Donc là, les animaux avaient le choix entre de la méthamphétamine par voie intraveineuse ou de l'héroïne par voie intraveineuse ou une brève interaction sociale avec un petit copain. D'accord ? Et toutes les 10 minutes, ils avaient ce choix-là. Et même après, on va dire, exposition prolongée aux drogues, que ce soit de l'héroïne ou de la méthamphétamine,
les animaux, lorsqu'ils avaient ce choix-là, se détournaient de la drogue pour interagir socialement avec un partenaire. Que ce partenaire, d'ailleurs, qu'il soit familier ou étranger, ça ne faisait pas beaucoup de différence dans ces expériences. C'est juste pour vous dire que ce choix-là, cette capacité de choix, se généralise à quelle que soit la forme d'option que vous proposez aux animaux, soit un plaisir sucré ou le plaisir d'interagir avec un partenaire. Donc là, très rapidement, je résume. Donc je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on a réalisé des tonnes d'expériences avec cette procédure de choix. Donc les résultats que je vous ai montrés sont généralisables, quelle que soit la drogue proposée, que ce soit de la cocaïne, de la méthamphétamine, de la nicotine, de l'héroïne, de la morphine, de l'alcool, des opiacés de synthèse, par exemple de l'oxycodone. Ça n'a pas encore été réalisé avec le cannabis. Ça mériterait d'être fait. Quelle que soit l'histoire des animaux, qu'ils soient naïfs avant d'être testés en choix, qu'ils aient une expérience limitée de consommation de drogue, qu'ils aient une expérience étendue, qu'ils aient développé différents symptômes d'addiction, face à ce choix, dans les conditions que je vous ai décrites tout à l'heure, les animaux se détournent et préfèrent la récompense alternative à la drogue. Ça a été observé quelles que soient les options alternatives proposées, quel que soit le sexe des individus testés et quel que soit leur âge. Ça a été observé chez des adultes et également chez des adolescents. Donc, lorsqu'au moment du choix, les individus, même s'ils ont une expérience de consommation de drogue de plusieurs semaines prolongée, lorsqu'ils ne sont pas sous influence, ils choisissent la récompense alternative et ils se détournent de la drogue. Et quand je dis ils se détournent de la drogue, ça peut durer des semaines. Si vous continuez à les tester en choix pendant des semaines, ils ne vont pas prendre de la drogue pendant des semaines. D'accord ? Donc, ce qui démontre bien que quand les individus ne sont pas sous influence, ils ont cette capacité finalement de se détourner de la drogue pour finalement choisir une autre récompense. Donc ça, c'est quand ils ne sont pas sous influence. Que se passe-t-il quand ils sont sous l'influence de la cocaïne ? Donc, pour pouvoir tester cette hypothèse, nous avons, répondre à cette question, ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé donc une expérience dans laquelle, quelques minutes avant que les animaux aient le choix, on leur a administré à leur insu une dose intraveineuse de cocaïne. Donc, elle n'était ni signalée, ni dépendante du comportement de l'animal. On les mettait juste sous l'influence de la drogue au moment du choix. Et là, quand on a fait ça, ce qu'on a observé, c'est qu'on a changé complètement le choix des animaux. Et lorsque la dose de cocaïne augmentait avant le choix, on poussait les animaux à changer leur préférence de la récompense alternative vers la drogue et à la dose la plus forte, vers un choix quasi exclusif pour la drogue. Ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne sais pas si je peux le pointer comme ça, c'est cet effet de l'influence est immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage. Dès que vous mettez l'animal sous influence, bouf, vous voyez le changement de préférence. D'accord ? Et ce changement de préférence dure autant que vous maintenez l'influence au moment du choix. En revanche, dès que vous interrompez ces injections passives qui précèdent le moment du choix, la préférence revient automatiquement vers la récompense alternative, démontrant bien que c'est l'influence de la drogue au moment du choix qui détermine le choix de l'animal en faveur de la drogue. Donc là, c'est juste une variante de l'expérience pour vous montrer la rapidité de cette influence. Donc dans cette expérience, les 8 premiers choix étaient réalisés alors que les animaux n'étaient pas sous influence, et les 8 choix suivants étaient réalisés alors que les animaux étaient sous l'influence d'une dose de cocaïne administrée de manière passive à l'insu des individus. Comme vous pouvez le voir, dès la première dose passive, on voit déjà le changement de préférence qui devient maximal au bout de la deuxième dose. Donc c'est très rapide. Donc ce qu'on a essayé de faire maintenant, c'est d'essayer de voir au niveau neuronal qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette influence de la drogue et comment elle peut s'expliquer au niveau neurobiologique.
Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, donc ça, c'est les travaux du docteur Karine Guillem au laboratoire. Donc, elle a développé tout un dispositif d'enregistrement de l'activité électrique des neurones du cortex orbitofrontal in vivo lorsque les animaux réalisent leur choix. Donc, je vous rappelle rapidement que le cortex orbitofrontal, c'est une région ventrale du cortex préfrontal qui est impliquée finalement dans la prise de décision, tout ce qui est considération des différentes options, dans l'attribution de valeur aux différentes options et dans le choix. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enregistré les neurones dans cette région, alors que les animaux étaient en train de choisir entre une récompense alternative et une dose de cocaïne. Donc, très rapidement, ce qu'elle a pu mettre en évidence, c'est que les neurones, en fait, dans le cortex orbitofrontal, se mettent à décharger au moment où les animaux, en fait, prennent la décision d'aller appuyer sur le levier pour obtenir une dose de cocaïne ou la récompense alternative. Et elle a pu observer, en fait, 3 catégories de neurones. Des neurones qui vont entrer en activité spécifiquement quand les animaux vont choisir la drogue, on va les appeler les neurones cocaïne. Des neurones qui vont entrer en activité spécifiquement quand les animaux vont choisir la récompense alternative. Elle a aussi observé des neurones qui finalement déchargeaient autant pour les 2 options. On va mettre de côté ces neurones pour l'instant. Le point important, c'est que quand on regarde comment ces neurones interagissent, sont en activité au moment du choix, on voit que lorsque les animaux ne sont pas sous influence, c'est la population neuronale qui code pour la récompense alternative qui entre en activité, bien au-delà des neurones qui codent pour la dose de cocaïne. En revanche, lorsque les animaux sont sous l'influence de la cocaïne, on a un patron inversé, avec, en fait, quand on regarde l'activité de ces 2 populations juste avant le choix, une suppression de l'activité neuronale de la population qui code pour la récompense alternative qui est beaucoup plus inhibée que la population neuronale qui code pour la cocaïne. Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence également, c'est que grâce à des critères électrophysiologiques, on a pu séparer les neurones pyramidaux du cortex orbitofrontal, c'est-à-dire la grande majorité des neurones, c'est des neurones de projection qui vont aller influencer l'activité neuronale dans d'autres régions du cerveau, et des interneurones plutôt inhibiteurs. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que pendant l'influence de la drogue, en fait, les neurones pyramidaux sont inhibés, alors que les interneurones sont très actifs. D'accord ? Avec cette idée donc que les interneurones vont piloter 5 minutes. Piloter l'activité, bon, ça tombe bien, j'ai bientôt fini. Piloter l'activité de ces 2 populations en faveur de la population cocaïne. Donc on a confirmé ce résultat par des expériences d'immunofluorescence. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a marqué les interneurones du cortex orbitofrontal, ce sont des neurones GABAergiques, et on a pu donc mettre en évidence que ces neurones étaient activés lorsque les animaux étaient sous influence de la cocaïne et pas les neurones pyramidaux. Donc confirmant finalement notre analyse électrophysiologique, mais c'était important de le confirmer par immunofluorescence. Donc là, ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est de prendre le contrôle de l'activité neuronale de ces interneurones pour essayer, donc on est en train de développer des stratégies donc, basées sur le fait que les neurones pyramidaux et les interneurones n'expriment pas de la même manière différentes catégories de micro-RNA. Et donc, du coup, on va se servir de ces profils d'expression de micro-RNA pour cibler préférentiellement les interneurones et faire en sorte que ces interneurones expriment des canaux ioniques sensibles à la lumière qu'on va pouvoir ensuite manipuler grâce à des méthodes optogénétiques, soit en les activant, soit en les inhibant, pour voir donc si on peut finalement simuler l'effet de la cocaïne en les activant directement sans influence de la cocaïne ou les inhiber au moment où ils sont sous l'influence de la cocaïne pour voir si on bloque les effets de la cocaïne. Donc, on n'en est pas encore là. Par contre,
ce que le docteur Kain Guillem a réussi à faire, c'est à démontrer que notre méthode de ciblage fonctionne bien. Donc, on peut effectivement faire exprimer ces canaux ioniques sensibles à la lumière de manière spécifique dans ces interneurones et pas dans les neurones pyramidaux. Donc, c'est qui a déjà un bon point de départ pour les expériences futures. Là, c'est juste pour vous montrer qu'on a au laboratoire développé donc, ces méthodes justement de manipulation de l'activité neuronale grâce aux méthodes optogénétiques. Donc là, c'est un exemple où on inhibe les neurones pyramidaux et on regarde ce que ça a comme effet sur le comportement de choix des animaux. Et les premiers résultats montrent que quand finalement on inhibe de manière non spécifique les populations neuronales, on va quand même favoriser le choix de la cocaïne, ce qui tombe assez bien, puisque quand ils sont sous l'influence, tous les neurones sont inhibés, sauf que les neurones codants pour l'alternative sont un peu plus inhibés que les neurones codants pour la cocaïne. Donc allez, pour conclure, on a finalement donc pu mettre en évidence que lorsque les individus sont sous l'influence de la drogue, ça effectivement, ça interfère avec des mécanismes neuronaux qui sont importants dans le choix, et donc avec cette idée que ça rétrécit, on va dire, les options de l'individu, lui donnant le sentiment que même si objectivement il a ses options, il n'a que seule option possible, de reprendre de la drogue. Et ça nous permet aussi de définir, et donc ça c'est, on va dire, à plus long terme, on va dire que pour le traitement de la cocaïne, il nous semble que ce qu'il faudrait finalement cibler, c'est cette influence de la cocaïne sur le choix. Et donc là, c'est ce que je vous ai montré, c'est que finalement, un traitement idéal, ce serait de bloquer cette influence de la drogue sur le choix. Et si on était capable de faire ça, finalement, la première difficulté qui est de rester abstinent ne deviendrait plus aussi importante, puisque même si les individus rompaient en fait l'abstinence en reprenant de la drogue, si on était capable de contrôler cette influence, on leur donnerait peut-être la capacité de limiter leur consommation, de développer un bridge et éventuellement de rechuter. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant demander au docteur Sandra Comer de participer. Et Sandra Comer confirme sa présence. Bonjour. Je suis très heureux de présenter le docteur Sandra Comer. Le docteur Comer est professeur de neurobiologie dans le département de neuropsychiatrie à l'Université Columbia. Elle a obtenu son doctorat à l'Université Vanderbilt et son PhD à l'Université sur l'utilisation de drogue avec un modèle préclinique. Elle est directrice du laboratoire sur les opiacés de son université et sa recherche se concentre sur le test clinique de médicaments permettant de traiter les troubles de l'usage d'opiacés avec la maximisation de l'utilisation de l'anaxolone et puis une comparaison des addictions, notamment avec les addictions et avec le mésusage des médicaments. Elle est spécialiste dans la dépendance aux drogues. Elle est membre d'un grand nombre de sociétés savantes aux États-Unis. Elle fait partie du comité de recherche sur les troubles liés au mésusage et aux usages d'opiacés. Et elle a rejoint le panel d'experts de l'OMS sur des thèmes connexes. Et elle est l'auteure de plus de 150 articles sur tout ce qui est trouble de l'usage des opiacés, sur les dépendances aussi aux drogues. Nous lui donnons la parole.
Vous avez la parole, Dr. Comer. Vous pouvez commencer votre présentation quand vous le souhaitez. Oh, je pensais que vous alliez lancer la vidéo. Est-ce que vous voulez que je fasse la présentation en direct ou est-ce que vous lancez ma vidéo préenregistrée? Vous pouvez y aller. Alors, attendez, dit l'orateur. Bonjour à tous. Je souhaite remercier les organisateurs de m'avoir donné la possibilité de présenter nos travaux. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là en personne, mais j'espère que vous apprécierez malgré tout ma présentation. Je vais donc préparer le partage d'écran. Je vais vous parler cet après-midi de travaux en cours sur le développement de vaccins dans l'optique de traiter les troubles de l'usage d'opiacés. Il s'agit d'un effort conjoint de toute une équipe. Ce vaccin a été développé par le docteur Marco Pravetoni ainsi que ses collègues de l'Université de Minnesota. Tous les résultats de recherche présentés aujourd'hui sont soutenus par le NIDA et vous avez ici les autres conflits d'intérêts dans le cadre de cette communication. Vous pouvez vous demander pourquoi on veut développer des vaccins quand il existe d'autres médicaments efficaces pour le traitement des overdoses et des troubles de l'usage d'opiacés. Alors, je vous parlerai des avantages cliniques, je vous parlerai également des préoccupations potentielles et aussi de tous les aspects réglementaires. L'idée ici, c'est que donc plusieurs injections soient administrées au sujet sur plusieurs mois afin d'avoir la production d'anticorps. Donc, chez une personne entièrement vaccinée, si l'on s'agit par exemple de se réinjecter de l'oxycodone, parce que pour l'instant on fait un vaccin anti-oxycodone, c'est le premier vaccin que nous mettons au point, et bien donc des anticorps qui ont été générés dans le sang se lieront à l'oxycodone pour que l'oxycodone ne puisse pas passer la barrière hémato-cérébrale, céphalocérébrale. Nous développons donc un vaccin anti-oxycodone, mais il y a aussi d'autres opiacés qui ont une structure similaire comme l'hydrocodone ou l'oxymorphone. Et nous travaillons aussi sur un vaccin anti-morphine qui ciblerait aussi l'héroïne et d'autres substances similaires. Donc, l'idée à terme est d'avoir un vaccin multivalent qui ciblerait l'oxycodone, l'hydrocodone, mais aussi l'héroïne, la morphine, et puis le fentanyl et ses analogues. Et puis, pourquoi pas, qui pourrait aussi cibler n'importe quelle autre substance de mes usages qui serait ensuite sur le marché. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous encourager à vous faire vacciner contre la grippe. Vous avez ici un graphique qui montre comment ces vaccins fonctionnent. Vous avez ici en haut la manière dont le vaccin ciblerait le vaccin antioxycodone, où vous voyez un taux sérique qui augmente et un taux cérébral qui diminue, les deux mécanismes étant concomitants. Donc, au bout de 2 doses, vous avez une diminution substantielle du taux cérébral d'oxycodone. Évidemment, nous avons aussi commencé sur un modèle animal et dans un modèle murin, vous avez ici le groupe témoin et le groupe étudié. On voit que les patients, les souris qui sont vaccinées ne développent pas donc d'addiction. Alors, on peut se demander comment les vaccins s'insèrent dans la panoplie thérapeutique. Chez les patients qui ont une utilisation récréative des opiacés, vont ensuite connaître une progression vers une utilisation quotidienne, puis une utilisation intranasale, voire intraveineuse. Et à terme, les personnes peuvent être intéressées par éventuellement une maintenance à la buprénorphine, méthadone ou naltrexone, mais il y a souvent des rechutes, des récidives. Donc vous avez ici le schéma classique, le parcours classique
d'un usager de drogue. Et le vaccin s'insère à ce niveau, à l'endroit où j'ai mis une croix dans ce parcours. C'est-à-dire avant d'en arriver à un traitement. Et il s'agit en fait d'ailleurs dans quelque chose qui n'est pas antithétique avec un traitement, c'est plus un espèce de filet de sécurité. Et bien entendu, le vaccin peut aussi éviter des overdoses, qu'elles soient fatales ou non. Donc, pardon, avec le vaccin, prévenir le développement de ces troubles, traiter de manière autonome, être de manière adjonctive à d'autres médicaments et réduire le risque de récidive et d'overdose. Pour ce qui est des avantages et des inconvénients du vaccin, il y a aussi bien donc dans le cadre d'une approche agoniste ou en tant que complément d'un traitement à l'analtrexone à libération prolongée. On sait qu'il est facile d'avoir une transition vers l'héroïne, en particulier avec la méthadone ou le fentanyl. Avec l'analtrexone à libération prolongée, on sait que c'est un des inconvénients principaux. Il faut d'abord que les patients passent par une case désintoxication. Et avec le vaccin aux anti-opiacés, ça serait a priori relativement facile à mettre en œuvre. Vous avez donc les risques relatifs et les avantages relatifs de chacune des approches en vert et en rouge. On a en général eu un bon respect du traitement, que ce soit avec les agonistes, avec la naltrexone. On ne sait pas encore ce qu'il en est du vaccin, c'est quelque chose qui doit encore être étudié. Pour ce qui est de la praticité pour les patients, ce n'est pas très pratique pour les patients avec la méthadone, par exemple, puisqu'il faut qu'ils se rendent dans un centre d'injection à intervalles extrêmement réguliers. C'est quelque chose qui va changer ou qui peut changer, mais malgré tout, on a vu des changements dans le cadre de la Covid, puisque donc il y a eu un assouplissement des contraintes de prescription à la méthadone. Pour la naltrexone, donc il y a une bonne praticité pour le patient. On ne sait pas ce qu'il en sera pour les vaccins. Pour ce qui est des agonistes, on sait qu'il y a un risque d'usage, de mésusage. Il n'y a pas de risque avec la naltrexone, il n'y aurait pas de risque avec le vaccin. On sait qu'avec les agonistes, on a un problème de somnolence et d'impact détrimentaux au plan cognitif pendant la phase de titrage. On sait aussi qu'on a un risque de défaillance respiratoire pendant le titrage avec la méthadone. On n'a pas du tout ce problème-là avec la naltrexone ou le vaccin. Et puis, il y a un problème de sécurité avec les enfants pour les agonistes, ce qui n'est pas le cas avec la naltrexone ou les vaccins. Donc, ça, c'était vraiment une comparaison un peu systématique des avantages et des inconvénients. Pour ce qui est des préoccupations qu'a la FDA, c'est le potentiel qu'aurait le vaccin à bloquer les peptides endogènes. C'est quelque chose qu'on est en train du coup de mesurer. La FDA est également préoccupée par le potentiel du vaccin à bloquer les effets gratifiants des opiacés, mais qu'il n'y aurait pas de blocage des effets délétères sur la respiration. On sait aussi qu'il pourrait y avoir un usage en compensation d'opiacés qui se traduirait par une toxicité accrue. C'est aussi un problème, une préoccupation qu'on a avec la naltrexone ou qu'on avait avec la naltrexone, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement vu en clinique et on ne pense pas qu'on le verra non plus avec le vaccin. La FDA est bien entendu préoccupée aussi par rapport à la pharmacocinétique pharmacodynamique des opiacés chez les personnes vaccinées. C'est quelque chose qu'on mesure également dans une de nos études. Et puis, la FDA nous demande de tester le vaccin chez des patients qui remplissent un certain nombre de critères relativement stricts quant aux troubles liés à l'usage des opiacés. Donc, l'étude clinique dont je veux vous parler, c'est une étude de phase 1. On mesure la réponse immunitaire. En premier, bien sûr, on vérifie la sécurité et puis on mesure l'efficacité préliminaire. On mesure les pics moyens, donc c'est le critère primaire, donc les pics moyens d'attrait pour les substances. Critère d'inclusion hommes ou femmes âgés entre 18 et 59 ans, avec des critères DSM-5, de troubles de
l'usage, qui ne sont actuellement pas sous traitement. L'opiacé de choix, c'est l'oxycodone ou des opiacés de structure proche. Ils sont exclus pour l'instant, les usagers d'oxycodone, parce qu'ils sont susceptibles aussi d'utiliser de l'héroïne et du fentanyl. On a bien sûr comme critère d'exclusion tout sujet ayant une sensibilité, une allergie, des contre-indications aux opiacés et à d'autres composants du vaccin. L'inclusion aussi, c'est un VIH aigu, une tuberculose active ou d'autres maladies immunosuppressantes ou compromettant l'immunité. Des réactions secondaires sérieuses, enfin graves ou inattendues à des vaccins, notamment un syndrome de Guillain-Barré. Et puis, exclusion également en cas d'utilisation de corticostéroïdes inhalés, d'antihistaminiques, d'agents immunosuppresseurs ou d'autres médicaments dans les 30 jours précédant l'injection du vaccin. Pour ce qui est du design, chaque sujet sert aussi de témoin, donc c'est son propre témoin. Donc on a des évaluations pré-vaccination et post-vaccination répétées. Donc ça, c'est le contrôle interne. Et puis ensuite, on a aussi des contrôles ou des témoins entre groupes. Donc il y a 3 doses différentes de vaccins qui sont testées en ordre ascendant. D'abord de l'Alain à des doses de 100 microgrammes puis 400 microgrammes. Et la randomisation est selon un ratio 2:1 à chacune des doses testées. Il y a des périodes de contrôle en ambulatoire et en centre de test. Pendant les périodes où les patients sont dans les centres de test, on va administrer les médicaments ou les drogues suivantes que vous avez à l'écran, donc de l'oxycodone, du fentanyl. Le fentanyl sera administré de manière intranasale, même chose pour le placebo. Et il s'agit d'une étude multicentrique à l'Université de Columbia et à Clinilabs, qui est un établissement de recherche. On va mesurer les réponses immunologiques et pharmacocinétiques et les données seront recueillies à l'Université du Minnesota. Donc voici ici le plan de l'étude. Nous en sommes ici. Donc, nous avons déjà terminé les phases préalables. Nous avons ensuite donc 3 injections et puis il y a un booster qui est administré à 18 semaines. Il y aura 3 périodes en centre d'administration et là, ensuite, en bleu, vous avez les périodes où les patients sont en ambulatoire, pour ainsi dire. Et on s'attend à avoir de bons taux d'anticorps après cette série de 3 vaccins. Les taux d'anticorps seront, et les effets seront mesurés après l'injection booster à 18 semaines. Il y a pendant cette période un programme d'entretien avec de la morphine par voie orale et on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'interaction avec la réponse au vaccin. Et puis on mesurera aussi les interactions avec l'oxycodone et l'héroïne, là encore en tant que témoin positif. C'est ce qu'on s'attend à voir ici. Donc ce sont des données ici qu'on a recueillies il y a longtemps, qui vous montre donc sur une EVA, sur une échelle visuelle analogique, l'attrait pour la drogue ou le médicament. Et vous voyez qu'on a une différence par rapport au groupe témoin ici. Ce que l'on s'attend à voir, c'est une courbe. Donc ça, c'est la courbe que l'on aurait avant vaccination. Et là, après vaccination, on pense avoir justement une suppression de l'attirance ou de l'attrait pour la drogue, mais pas de suppression pour l'héroïne. Donc, il y aurait un effet sur l'attirance pour l'oxycodone, mais pas pour l'héroïne. L'un des défis auxquels nous sommes confrontés avec cette approche, c'est la variabilité inter-individu en matière de réponse. Donc la réponse immunitaire, elle est très individuelle par nature. Il y a quelques autres vaccins qui sont arrivés à l'étape de tests cliniques, notamment les vaccins anti-nicotine ou anti-cocaïne. Et à terme, ce sont des vaccins qui n'ont jamais réussi l'étape du test clinique parce que, par exemple, avec ces vaccins de première génération,
les investigateurs de ces études ont pu montrer une efficacité clinique chez environ 30% des sujets immunisés, et en particulier chez ceux qui avaient des taux élevés d'anticorps. Donc enfin, parmi ceux qui ont une réponse immunitaire, on a une bonne réponse quand on est dans les meilleurs taux d'anticorps. Et comme on peut bien l'imaginer, au global, il y avait trop de variabilité entre les sujets. On avait des patients qui n'avaient pas une bonne réponse immunitaire. Et donc, ce que nous faisons dans notre étude, c'est essayer de trouver des biomarqueurs qui nous permettraient d'identifier les participants, donc d'identifier à l'avance les patients qui seraient potentiellement, les sujets qui seraient potentiellement de bons répondants au vaccin. On se concentre sur la réponse des cellules B et des cellules T, des lymphocytes B et T, et donc avant la vaccination. Et ensuite, on mesure aussi l'effet de la vaccination, donc post-vaccination, sur donc les lymphocytes B et T, sur les sous-classes d'IgG, sur les voies moléculaires, sur l'immunité innée. Et on regarde aussi donc l'efficacité du vaccin, voir si le vaccin est efficace à réduire le passage de la drogue vers le cerveau et les comportements induits par les drogues. Je vais vous montrer maintenant justement quelques données que nous avons sur ces biomarqueurs. Ce sont des données que nous avons recueillies sur un modèle murin. Vous avez ici l'oxy-KLH, donc son efficacité dans le blocage du passage de l'oxycodone vers le cerveau. Vous avez ici le taux d'oxycodone cérébral chez des animaux témoins versus des animaux vaccinés, ici les petits carrés noirs. Et on voit qu'il y a une certaine variabilité entre les différents sujets. Néanmoins, il semble que le vaccin fonctionne. Dans cet autre graphique, il s'agit du résultat post-vaccination, c'est le titrage d'anticorps versus efficacité. Donc, les sujets qui ont le plus fort titrage sont aussi ceux qui qui ont moins de passage de l'oxycodone vers le cerveau. Donc, on voit bien la corrélation entre le titrage et l'efficacité. Et ici, ce sont des données assez intéressantes qui montrent que les animaux qui avaient une activité des lymphocytes B spécifique pré-vaccination, donc ceux qui avaient le plus d'activité de ces lymphocytes B, eh bien, ceux qui ont aussi la meilleure réponse, réponse mesurée encore une fois par le passage de l'oxycodone au cerveau. Donc, c'était vraiment des données qui étaient tout à fait enthousiasmantes parce qu'on se dit qu'on peut peut-être utiliser ce type de recherche pour essayer encore une fois de trouver les patients, les sujets qui seraient le plus susceptibles de bien répondre au vaccin. Donc pour ce faire, voilà notre stratégie. On recueille du sang chez des individus naïfs d'usage d'opiacés et c'est chez des individus ayant un trouble de l'usage. Et puis ensuite, on réalise une extraction des PBMC. Alors évidemment, je ne comprends pas bien sûr forcément tous les détails de ce procédé, mais toujours est-il qu'on va déterminer l'activité des lymphocytes B et des niveaux qui sont intéressants dans l'objectif d'une discrimination entre les sujets. Et ce qu'on montre donc ici, c'est que chez les patients naïfs versus ceux ayant un trouble de l'usage, on voit que les lymphocytes B spécifiques à l'oxycodone est plus important chez ceux présentant un trouble de l'usage. Et cette modification d'activité est aussi corrélée avec le taux de cytokine, que ce soit chez les sujets naïfs que chez les sujets ayant un trouble de l'usage. Et donc, on voit que les taux de cytokine sont réduits chez les patients ayant des troubles de l'usage. Ce que nous avons découvert également au cours de ces recherches, c'est que les taux de cytokine semblent être corrélés avec l'utilisation d'héroïne chez les patients ayant donc des troubles de l'usage. Et ce n'est pas bien sûr corrélé chez les patients naïfs, puisque ce ne sont pas des usagers d'opiacés, n'est-ce pas? Et donc, nombre de ces cytokines que nous avons étudiées, on voit qu'il y a une corrélation positive avec l'usage d'héroïne. Donc,
quand on a des taux de cytokines élevés, on a aussi une corrélation positive avec un fort usage d'héroïne. Donc, ce qu'on espère voir dans la suite de nos recherches, c'est les choses suivantes. Alors, d'une part, c'est que on a une forte variabilité en termes de cellules B spécifiques à l'oxycodone. On a pu montrer que l'expression de cytokines est supprimée chez les sujets ayant eu un trouble de l'usage. La quantité d'héroïne utilisée est positivement corrélée avec l'expression des cytokines, et que ce soit l'activité des cellules B, l'expression des cytokines ou l'usage auto-rapporté des opiacés, eh bien, ça peut être autant de critères utiles, de biomarqueurs utiles pour prédire l'efficacité potentielle d'un vaccin. Donc, ça serait en amont de la vaccination, on saurait quels sont les sujets qui sont le plus susceptibles d'en bénéficier. Avant de terminer, je souhaite remercier un certain nombre de collaborateurs de mon labo pour m'avoir aidé au recueil de ces données. Vous avez ici les collaborateurs du laboratoire du Minnesota et vous avez ici le professeur Prigaton. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Sandra. Merci pour la présentation. Pour éventuellement poser des questions. Je vous propose de privilégier les questions à Sandra Comer qui est très loin, pour ceux qui souhaitent en poser. Et puis évidemment, nos experts ici à Biarritz se feront un plaisir de répondre à vos questions. Bernard. Merci Madame pour ce très bel exposé. Je voulais vous poser deux questions. La première, c'est que vous supposez qu'il y a structurellement des homologies entre l'héroïne, l'oxycodone et les encéphalines, par exemple. En termes de reconnaissance moléculaire, c'est assez peu probable. Donc, si vous voulez faire un vaccin contre l'oxycodone, aucun problème. Vous ne reconnaîtrez pas l'héroïne et probablement pas, encore moins, les encéphalines, par exemple. Mais ça, c'est ma première question. La seconde, c'est qu'est-ce que vous pensez avoir comme durée d'action des anticorps contre l'oxycodone, par exemple, et quelle est la durée d'immunisation contre cette substance? Merci, Madame. I'm so sorry if you had a question. Pardon, si vous avez une question, je n'ai pas de traduction, dit la personne. Enfin, il y a une fonction de traduction sur Zoom. Hein. Alors, Raphaël va traduire la question. Donc, la question est reformulée par rapport donc à la similarité structurelle. Donc, en tenant compte de la structure moléculaire du fentanyl, de l'oxycodone et des amphétamines, par exemple, est-ce que vous pensez que les anticorps vont reconnaître ces différentes substances? Donc, comment se fait-il que vous attendez à ce qu'un vaccin soit capable de produire des anticorps contre l'oxycodone, mais aussi les autres molécules, comme par exemple l'héroïne, fentanyl ou les amphétamines? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, quelle est la durée attendue d'immunisation du sujet après injection du vaccin que vous êtes en train de produire? Ok, très bien, merci. Alors, vous avez parfaitement raison. Le vaccin va cibler une structure chimique particulière. Donc, le vaccin anti-oxycodone, d'après les études animales, semble être efficace donc à bloquer les effets de l'oxycodone et aussi d'autres opacés comme l'hydrocodone ou l'oxymorphone. Et ne va pas avoir une aussi bonne réponse, bien évidemment, contre l'héroïne ou le fentanyl. Donc ça, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour cela qu'on cherche à développer un vaccin multivalent. C'est le concept vers lequel on va. On s'attend
on ne s'entend pas, bien sûr, on ne veut pas avoir un vaccin anti-oxycodone, anti-fentanyl ou anti-héroïne. On essaie plutôt d'avoir un vaccin multivalent qui fonctionnerait sur des substances ayant justement des structures chimiques différentes. Et c'est ainsi aussi qu'on pourrait avoir une plus large utilisation du vaccin. Et c'est aussi l'un de nos défis, l'un des défis auxquels nous sommes confrontés dans le développement des vaccins. Parce qu'en effet, ils ciblent un certain nombre de récepteurs similaires, mais avec des réponses différentes. Donc, c'est un des inconvénients. L'un des avantages, c'est qu'on peut aussi développer un vaccin multivalent qui couvrirait ou qui serait aussi valable contre d'autres substances. Donc, on peut aussi cibler la cocaïne, par exemple, ou le fentanyl. Et ce serait donc cette approche du vaccin multivalent. Ça serait un petit peu contre le vaccin contre la grippe qui cible plusieurs souches. Et chaque année, on ne sait pas quel est le virus qui va être la souche qui va être dominante. Et donc, on ne fait qu'une supposition dans le vaccin anti-grippe en espérant, en supposant donc quelle va être la souche. Et donc, notre approche est un peu similaire à celle du vaccin anti-grippe en quelque sorte. Quelle était la deuxième partie de la question déjà? La durée d'immunisation après vaccination. Alors, je suppose que vous voulez savoir pendant combien de temps les anticorps vont avoir une réponse. Alors, on ne sait pas encore, bien sûr, avec un degré de certitude, mais on s'attend à ce qu'il y ait une efficacité de plusieurs mois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et nous mesurons la réponse des anticorps, la durée de réponse des anticorps dans l'étude que nous menons actuellement. Et pour l'instant, on en est à 3-4 mois après la dernière série d'injections du vaccin. Et nous espérons que si, par exemple, quelqu'un reçoit son vaccin et puis ensuite reçoit de la buprenorphine, on sait, d'après les essais cliniques qui ont déjà été menés, que la buprenorphine, la méthadone ou la naltrexone à libération prolongée, on sait qu'on a des taux de rechute d'environ 50% après 6 mois. Donc, si quelqu'un est vacciné en ayant ce même schéma, en théorie, ce doit être des sujets qui sont quand même encore protégés par les anticorps circulant dans leur système. Et on pense que cela va ouvrir une fenêtre pendant laquelle on va pouvoir remettre ces patients sous traitement et potentiellement, donc, il y aurait une protection contre les overdoses, qu'elles soient létales ou non, parce qu'il y a des anticorps circulants. Donc, c'est un petit peu les théories qu'on a, c'est le résultat qu'on s'attend à voir. Alors, évidemment, il faut encore passer aux études de phase 2 et 3 du vaccin, et ça sera l'étape suivante. Merci, Sandra. Les deux excellentes questions Bernard Roch. Est-ce que vous avez des questions pour Raphaël Maldonado sur sa présentation sur cerveau-intestin pour faire... Oui. Je l'ai déjà posé tout à l'heure. Tu nous as montré le transfert de déficit cognitif de l'homme à l'animal. J'aurais voulu savoir si on ne peut pas transférer le langage de l'homme, tu vois, des fonctions cognitives plus positives. Qu'est-ce que tu penses de ça, enfin, en termes de transfert, finalement, de capacité cognitive humaine à l'animal? Est-ce que tout est dans le microbiote? Pas du tout, pas du tout. Non, non, je crois que c'est facile de mettre en évidence un effet négatif sur la mémoire, un effet négatif sur le comportement. On part d'une base. Diminuer cette base, c'est facile, c'est facile. Mais par contre, tout simplement avoir une réponse qui améliore la mémoire en utilisant cette procédure, je ne dis pas que ce soit impossible, mais que ça doit être plus difficile, j'en suis sûr. Oui,
Raphaël, au lieu de transférer, attends, j'ai un retour moi, au lieu de transférer du microbiote chez un être humain ou chez un animal, est-ce que si on connaît les processus de clivage des précurseurs dans l'intestin, est-ce qu'on ne peut pas faire des inhibiteurs d'enzymes? Je suppose que c'est un processus enzymatique et donc ça permettrait évidemment d'éviter... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que les premiers pas qu'on fait, c'est identifier la microbiote. Oui. Deuxième, voir quel est le métabolite. Donc, bien sûr, ça va être beaucoup plus facile si à la place de mettre la bactérie, on met soit le métabolite, soit l'enzyme qui va permettre que le métabolite soit protégé. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. D'accord. D'autres questions? C'est une question pour Serge. Oui, très bien. Heureusement que tu es là, Bernard. Hein. Je m'excuse, j'en pose peut-être un peu trop, mais moi j'ai été très impressionné par votre concept. Donc, rappelez-moi son titre, je ne l'ai plus dans la tête. Rétrécissement cortical. Voilà, c'est ça. Des options pendant le choix. C'est ça. Mais dans ce schéma-là, et dans cette technique, qu'en est-il de la sécrétion naturelle des endorphines, dont on sait qu'ils ont évidemment des fonctions de récompense? Donc ça, c'est une très bonne question. Donc on a aussi testé l'influence, donc alors pas des endorphines, hein, mais d'un opiacé au moment du choix, sur un choix entre une récompense alternative et de l'héroïne, par exemple. Et en fait, on a un profil opposé. C'est-à-dire que donc là, pour l'instant, on l'a testé qu'avec une récompense alternative édulcorée. D'accord? Donc quand on met un animal sous l'influence de l'héroïne au moment du choix, lorsqu'il a le choix entre de l'héroïne et une boisson sucrée, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce le choix de l'alternative et on les fait pas basculer vers la drogue. Et en fait, si on utilise même des très fortes doses d'héroïne, des doses qu'on teste rarement chez l'animal, mais qui finalement ressemblent aux fortes doses qu'un être humain va utiliser, et qu'on propose aux animaux de choisir entre cette très forte dose d'héroïne et ils ont en continu accès à la boisson sucrée, on voit un profil tout à fait intéressant. C'est que les animaux, en fait, prennent la forte dose. Pendant 40 minutes, ils sont stun. Au moment où ils sortent de l'influence de la drogue, ils se mettent à fond sur la boisson sucrée et ils en consomment des volumes vraiment anormalement élevés. Et une fois qu'ils ont bu, ils vont se refaire une grosse dose d'héroïne et ils vont répéter ça pendant des heures et des heures. Et à la fin, le volume bu, c'est quasiment 5 fois le volume que normalement ils boivent en fait dans la journée. Et si vous les testez très longtemps comme ça, en fait, ça peut induire des conséquences négatives sur leur physiologie parce que finalement, voilà, c'est excessif comme consommation de boissons sucrées. Et en fait, en discutant donc avec des personnes qui sont... donc c'était juste une observation, enfin, c'était par hasard, mais ils m'avaient invité à faire un topo donc, sur ces expériences de choix avec la boisson sucrée. Donc, c'était à la Case, à Bordeaux. Et donc, les personnes, en fait, rapportaient que les personnes qui étaient sous méthadone avaient tendance à mettre des quantités excessives de sucre dans leur café lorsqu'ils visitaient, en fait, l'institution. Et du coup, ils avaient adopté comme règle de mettre le sucre sous clé pour éviter qu'en fait, ces personnes consomment trop de sucre. Et donc, du coup, ça suggère qu'effectivement, contrairement aux stimulants, les opiacés ont plutôt tendance à renforcer finalement le choix de l'alternative dans ce contexte-là. Mais ça, c'est pour la boisson sucrée. Imaginons maintenant une récompense alternative, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une interaction sociale, le choix entre une interaction sociale et une dose d'héroïne. On sait que lorsque les individus sont face à ce choix, ils préfèrent l'interaction sociale à l'héroïne, mais on ne sait pas ce qu'ils choisiraient s'ils étaient sous l'influence de l'héroïne lorsqu'ils ont ce type de choix. Et moi, je pense que peut-être que dans ce cas de figure, ils choisiraient peut-être de reprendre une dose d'héroïne, mais ça n'a jamais été fait. Voilà.
Mais on n'a pas, pour l'instant, au niveau neurobiologique, on n'a pas regardé ce qui se passait au niveau du cerveau lorsqu'ils étaient sous l'influence de l'héroïne au moment du choix. D'accord. Bruno? Oui, bonjour. Moi, c'est une question pour le docteur Hamet. Sur la question de la prise de décision, je suis un béotien, mais donc vous nous dites que le cortex orbitofrontal intervient à différents niveaux et selon, avec différentes cellules qui interviennent, des cellules qui seraient plus sensibles à la cocaïne et puis d'autres qui le seraient moins. Le choix de la cocaïne va donc favoriser la prise de décision vers l'accumulation finalement, enfin l'exagération de l'abus ou de l'excès de substances. Une des questions que je me posais était de savoir quelle était la nature de ces cellules. Alors, cellules pyramidales, mais quelle est la nature de ces cellules? Sont-elles des cellules, des neurones sérotoninergiques, dopaminergiques? Et puis alors, à un moment donné, vous avez été interrompu, mais vous soulignez également le rôle des interneurones qui, eux, sont GABAergiques. Voilà, Donc les cellules pyramidales, elles utilisent comme neurotransmetteur le glutamate. Ce sont des cellules de projection, donc par exemple au niveau du cortex orbitofrontal, on sait que les cellules qu'on est en train d'enregistrer envoient des projections dans une région tout à fait particulière du striatum dorsal, c'est la région centrale du striatum dorsal, dont finalement la fonction reste encore aujourd'hui pas trop connue, mais qui est impliquée dans la sélection des actions lorsque, par exemple, vous devez choisir entre justement aller appuyer sur le levier de gauche ou aller appuyer sur le levier de droite. On peut imaginer que la prise de décision qui est réalisée au niveau du cortex orbitofrontal, donc il va y avoir les cellules qui codent la cocaïne vont devenir dominantes sous l'influence, elles vont envoyer un signal plus fort sur ces cellules dans le striatum dorsal qui va finalement contrôler le choix d'aller appuyer sur le levier de droite pour recevoir une dose intraveineuse de cocaïne. Donc ensuite, concernant donc on sait qu'elles utilisent ces deux populations, toutes les deux du glutamate, mais on n'est pas allé plus loin dans leur phénotype, on va dire, moléculaire. Il est peut-être possible qu'il y a des différences moléculaires entre ces deux populations. Et si on était capable d'identifier, par exemple, la signature moléculaire des cellules qui vont finalement coder préférentiellement pour la cocaïne, on pourrait peut-être être amené à avoir ensuite des cibles pour pouvoir intervenir sélectivement sur ces cellules. Mais on n'en est pas du tout là pour l'instant. Est-ce qu'on est en train de parler de partenariats cellulaires qui vont être plus favorisés dans les cas où la cocaïne va être utilisée, plutôt par rapport à d'autres partenariats au sein même d'une structure comme le cortex orbitofrontal. Tout à fait. On parle de ça. Ouais. Elles sont toutes ces cellules. Justement, c'est pour ça que les interneurones sont importants, puisque justement, il y en a beaucoup moins que les cellules pyramidales, mais en fait, ils innervent ces cellules pyramidales, et donc du coup, il y a des phénomènes d'inhibition, on va dire, relativement dynamiques qui peuvent entraîner le fait qu'une population prenne le dessus sur une autre au moment du choix et faire basculer justement le choix vers une option plutôt qu'une autre. Et lorsqu'on est sous l'influence de la cocaïne, mais ça, c'est ce qu'on est en train de décortiquer actuellement, c'est que ces interneurones donneraient, on va dire, la main sur les populations qui codent pour le choix de la cocaïne au détriment des autres populations. Voilà, ça, on en est à peu près sûr. Mais après, comment ça se passe dynamiquement, ça, on ne sait pas encore. Merci. Une dernière question, parce qu'on doit respecter la pause et pour les sessions qui viennent. Michael Lassila. Petite question pour Serge. Oui, le cortex. Je me demandais si... Là, on se focalise essentiellement finalement sur le cortex et c'est une administration passive de cocaïne et tout se passe comme si finalement c'est de l'impulsivité ou de la prise de décision. Est-ce que tu as déjà regardé si en injectant par exemple un agoniste dopaminergique, tu as la même chose ou si là il y a les effets aussi interoceptifs de la cocaïne qui jouent? Enfin, la question c'est est-ce que c'est purement finalement une région corticale qui joue? Il y a aussi d'autres effets de la cocaïne
par exemple sur les neurones dopaminergiques. Oui, donc ouais, tout à fait. Une expérience qui serait vraiment super de faire, ce serait effectivement d'aller injecter la cocaïne directement dans le cortex orbitofrontal, au moins pour pouvoir savoir si l'action de cette influence est bien locale au niveau du cortex orbitofrontal et implique effectivement, là, pour le coup, tu as raison, plutôt une innervation sérotoninergique, puisque, en tout cas chez le rat, l'innervation dopaminergique du cortex orbitofrontal est très parsemée, alors que cette région est richement énervée par la sérotonine. Et on peut imaginer qu'effectivement, c'est en impliquant la sérotonine dans le cortex préfrontal, orbitofrontal, pardon, qu'on va activer préférentiellement ces interneurones. Et donc, du coup, voilà, donc après, il faudrait antagoniser. Il y a plusieurs types de récepteurs sérotoninergiques dans cette région. Donc voilà, ça c'est un autre projet de recherche. Merci beaucoup Serge. Merci. Donc on va devoir interrompre cette belle session. Thank you very much Sandra from New York. Merci Sandra. Thank you very much. Merci beaucoup Sandra. Merci Serge et merci ICRO d'avoir évidemment co-animé cette session. Je pense qu'il y a une pause et puis je vous invite à aller faire le tour dans les sessions qui viennent. Merci beaucoup. Je vous en prie.